On revient pour la suite et la fin. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, le général Yark, et son collègue des transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Acha Dedi, ont présenté le 2 septembre 2022 au cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Lomé le bilan de la situation sécuritaire au premier semestre de l'année 2022. Au vu des chiffres présentés, la situation des 6 premiers mois de janvier à juin 2022 a connu une hausse que celle du deuxième semestre de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2021, et interpelle à une prise de conscience individuelle et collective. Les chiffres sont là. 3818 accidents de la route pour 347 décès enregistrés. Francisco Napokura, vous avez d'ailleurs écrit un article dans Tampa Express. Alors, le bilan, il vous dit quelque chose sans doute. Oui, vous savez, depuis le début de Tampa Express, dans le numéro 0004 du 24 septembre 2021, nous avions titré « L'insécurité grandissante sur les routes togolaises. Quelle alternative ?» Et même au moment où nous étions prêts pour publier cet article, nous sommes tombés sur, disons, une étude scientifique du laboratoire d'anatomie pathologie du CHU le Métocoin, réalisé par les professeurs d'université, qui ont, disons, étudié les causes des accidents, jusqu'à même proposer des pistes pour, n'est-ce pas, essayer d'endiguer le mal. Mais vous voyez, chaque fois, ce qui est très paradoxal, je dis, le ministre Yak Damehan, c'est un général très courageux parce que, vous savez, quand on présente des chiffres, on devait les présenter en termes de performance. D'accord? C'est d'ailleurs tout ce que les autres ministres font. Et quand ils présentent un chiffre du PIB, ou PIB par habitant cette année, le ministre de l'économie et des finances fait en sorte que le PIB prochain soit plus amélioré, même si la vie sociale n'est pas pour autant reluisante. Mais le ministre de la Sécurité a cette particularité à chaque fois de présenter un bilan, et c'est un bilan contre-performant. C'est-à-dire que à chaque fois, le nombre d'accidents augmente. Donc c'est un exercice très difficile. Et à chaque fois, on nous propose des voies et des moyens pour arriver à bout. Cette fois-ci, ils nous ont parlé d'un texte qui, n'est-ce pas, dont la mise en œuvre va être, disons, bientôt mis en marche. Et aujourd'hui, on nous parle encore de radar. Et je me rappelle, même dans notre article de 2021, nous avons énuméré que quand le ministre Charles Kondi Agba, à son âme, était ministre de la Santé, il avait annoncé les radars sur les routes du Togo. Et jusqu'à ce jour, et c'est maintenant, encore un an après, qu'on nous parle encore de radar. D'accord? Et quand j'ai lu, c'est comme on nous a dit, un radar. Je ne sais pas à quel niveau ce serait déposé parce que... Donc, voir le problème de la sécurité, sinon de l'accident, il faut le poser sur plusieurs dimensions. Il y a la dimension économique, très important parce que quand nous prenons les surcharges, c'est pour résoudre un problème économique. Une voiture de 9 places dans laquelle on ramasse 17-20 personnes. D'accord? Vous voyez les tricycles aujourd'hui. Les tricycles aujourd'hui transportent plus que même celles-là sous forme de Vespa, ou transportent beaucoup de personnes, alors qu'à peine normalement, c'est 3 ou 4 personnes, je crois. Mais donc, vous voyez, les engins comme les motos sont les plus fréquents et qui font d'accidents et de morts. D'accord? Quand nous avons une population dont le niveau de vie va en décroissance, c'est tout à fait normal que les gens aillent vers les motos. Parce que c'est là-bas qu'ils peuvent capter les choses. Donc, vous voyez, il faut que les gens se disent que
si nous voulons construire le Togo, aller de l'avant, il faut que notre classe puisse évoluer. La basse classe là doit commencer par se réduire, aller à une classe moyenne pour arriver. Donc, dès lors que nous avons des pauvres, beaucoup, énormes, donc c'est les motos, c'est se débrouiller, c'est le vélo, d'accord, alors qu'au même moment, c'est beaucoup parmi ces gens qui roulent sur des routes, n'ont pas les permis, d'accord, même n'ont pas les notions de code de la route. Vous voyez. Donc voilà des choses qu'il faut, et en ajoutant beaucoup de choses. Comme il a dit, il y a le radar, c'est très possible. Les radars mobiles, des checkpoints, où à tout moment, on ne peut pas savoir que, bon, aujourd'hui, la DSR, on ne sait pas où il va se trouver. Mais ils sont là avec les radars, dès que tu rentres dedans, on sait que quelle vitesse, et puis on vous verbalise. Il y a les ralentisseurs, les dos d'âne. Les dos d'âne, aujourd'hui, il n'y en a pas. Les gens circulent seulement à tombeau ouvert. Donc voilà des pistes. Alors la situation sécuritaire à Damadjoronou, vous étiez sans doute là quand on présentait cette situation sécuritaire. Non, je n'y étais pas. Ouais, elle a été présentée en 5 phases. Il y a la situation sur la criminalité, il y a l'opération Entonnoir qui consiste à la saisie des carburants illicites. Il y a la sécurité routière également, les sanctions disciplinaires pour violation des règles d'éthique et la déontologie infligée au personnel des forces de sécurité. Alors, vous avez écrit sans doute un article sur cela. Non, bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, je pense que les années passent et lorsqu'on présente ce rapport-là, et j'ai comme l'impression qu'il y a toujours des rudites en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour arriver à amoindrir un tant soit peu, disons, ces accidents-là où chaque année on constate pratiquement, soit c'est le même nombre, soit il y a eu croissance de ces chiffres en ce qui concerne ces incidents-là. Mais au même moment, je pense qu'il y a une chose très importante qu'il faudrait donc prendre en compte. C'est vrai que ça a été énuméré comme vous l'avez évoqué. Tantôt sur ces points-là, mais parlons essentiellement donc des accidents. C'est vrai qu'on constate une floraison, surtout d'être ici, qui aussi aujourd'hui sont des facteurs énormes qui causent également des accidents, sans parler des taxis moto. C'est vrai, dans un pays où vous constatez, c'est une évidence, les économistes, et je sais que Francis, en le disant, puisque c'est un économie, c'est pertinemment que dans un pays où on veut améliorer le mode de vie, où pratiquement on veut en rajouter au pouvoir d'achat, ça vous allez véritablement donc le constater à partir du moment où vous avez une floraison dans ces motos. Ça vous dire que ça ne prend pas en ce qui concerne dans l'amélioration aussi bien du mode de vie, mais également du pouvoir d'achat. Ça veut dire que nous connaissons ces derniers temps, disons, une décroissance en ce qui concerne le pouvoir d'achat togolais, en comparaison naturellement donc avec les autres pays. Et ça, c'est dû spécialement, puisque comme conséquence, c'est dû spécialement au fait que les jeunes, c'est vrai, on parle de l'agriculture, etc., mais lorsque nous allons dans le fond du sujet, c'est vrai, l'agriculture, ça n'occupe pas entièrement tout le temps, et les jeunes n'ont pas également les moyens pour véritablement investir comme il faut dans l'agriculture. Donc, ces jeunes-là compensent ce temps, le temps avec les immédiats. Mais malheureusement, vous allez constater que c'est là où je voulais véritablement donc en venir. Lorsque vous prenez des stratégies aujourd'hui, moi je déplore le fait que nous n'avons pas une stratégie réelle, une stratégie réelle qui puisse donner quitus à ces jeunes-là de pouvoir donc pratiquer cette profession, parce qu'il faudrait l'appeler aujourd'hui. On ne peut plus négliger l'activité zémidjan. Mais on ne peut pas au même moment, puisque c'est la vie des gens qui sont en danger, où on peut véritablement quitter parce qu'on sait peut-être aller à moto d'une manière ou d'une autre, et puis on se lance là-dedans. Voyez-vous, moi, je pense que la semaine dernière, je n'avais pas pris ni ma voiture, et j'ai voulu emprunter une moto qui m'a pris. Vous allez constater que dès on a commencé par rouler, j'ai constaté que le jeune, il ne maîtrisait pas véritablement donc la moto. Et lorsque vous prenez la densité que nous connaissons de nos routes, j'ai dû descendre. Je l'ai payé, mais j'ai dû descendre. Parce que ça, c'est dangereux. Oui. Et là, je pense que vous allez, pendant au Bénin, qui est l'un des pays qui a plus d'expérience en matière de zémidjan, ils sont identifiés. Ils sont identifiés clairement. Ça vous dire quelque part que personne ne peut aujourd'hui quitter et rentrer dans la profession. Même si vous le voulez, il faudrait quand même qu'il y ait des canevas qui puissent donc vous donner quitus. Là, on sait véritablement, même si
le contrôle de permis est assez difficile, puisque à un moment donné, le problème était posé. Et tout de suite, je pense que le gouvernement a fait marche arrière, constatant véritablement que ces jeunes-là, lorsque nous allons exiger, ou pratiquement le gouvernement va exiger le permis, ça va être très difficile parce que c'est tout un temps, un pan de la population qui ira pratiquement en chômage parce qu'on n'a pas des alternatives pour leur offrir du boulot. Il faudrait quand même que, à part cela, qu'on ait des candidats qui permettent à ces jeunes-là, lorsque vous voulez donc faire ce genre de métier, il faudrait véritablement qu'on vous donne quitus en sachant pertinemment que vous savez du moins aller à moto. Il n'y en a pas. Oh, lorsque vous voyez évidemment les coûts des accidents ou là où c'est plus élevé, c'est au niveau des taxis motos. À part la Côte-Est, c'est vrai qu'il a dit on a essayé la Côte-Est, etc., qui n'ont pas marché. Et j'ai apprécié le radar mobile qu'il a mis en exergue. Puisque lorsque vous prenez le radar mobile, selon vous, ça va marcher? Ça va véritablement marcher. Parce que lorsque vous prenez les décès, ils sont partout, ils sont à ce point, vous allez constater que vous voulez donc les dribbler, vous allez encore les retrouver. Ils sont mobiles. Et avec cette mobilité d'abord est dissuasive et vous permet de ne pas vouloir emprunter les routes parce que vous n'avez pas les pièces à jouer, etc. Vous risquez d'être pris. Et donc je pense que ce radar mobile-là, je pense que c'est une proposition qui pourrait véritablement donc prendre. C'est très important parce que dans les propositions, c'est vrai que ça a été dit, mais justement, l'une des questions qui n'est pas efficacement aujourd'hui gérée, c'est la corruption. La corruption liée donc à ces agents des forces de l'ordre et de sécurité qui sont mis sur la route. Parce que, compte tenu du laisser aller à un certain niveau, c'est vrai que la rigidité, on peut véritablement voir et fermer les yeux sur un certain, mais la rigidité sur un certain nombre de choses, surtout lorsque vous prenez ces bus-là qui voyagent, qui font les longues distances, il faudrait véritablement qu'on soit rigide. Je ne veux pas rappeler le cas de l'accident récemment, qui était, lorsque vous scrutez un peu les motivations, ça a été du fait que certainement que... La surcharge. Il y a aussi la surcharge, mais essentiellement compte tenu du fait que soit la visite technique n'a pas été efficace au niveau du service des transports routiers, ou pratiquement il y a un laisser-aller au niveau du DSR qui a constaté qu'il y avait des défaillances, mais qui a laissé faire. Et malheureusement, ça a été une conséquence dommageable pour le pays. Donc je pense que ce cas de radar mobile est très important qu'il faudrait véritablement énumérer pour la prise en compte de cette solution-là. Gabin Adjao, on l'a déjà souligné, il y a une hausse par rapport au bilan du premier semestre de l'année écoulée. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Il y a plusieurs causes. Déjà, le fait que le ministre fait tout le temps ce bilan, ça devait être dissuasif. Parce que quand tu vois à chaque fois qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, moi je me pose beaucoup de questions. Quand tu entends que 347 personnes sont décédées à cause des accidents de circulation, et quand même toi-même tu montes sur ta moto et tu roules à ta guise, il y a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, les jeunes roulent à moto, c'est vrai, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le code de la route, mais aussi il y a les stupéfiants. Beaucoup de jeunes, pour beaucoup travailler, engager beaucoup de fonds, ils prennent les tramadol et autres stupéfiants, les sourabi et autres. Tu vois quelqu'un sortir d'une buvette et puis bon, il monte sur sa moto. Un rideau blanc. Rideau blanc et puis bon, il monte sur sa moto. Il faut deviner ce que cette personne-là peut faire. Les taximans, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font sur la route? Tu vois, ils ne clignotent même pas et puis ils servent juste à côté parce qu'il a trouvé un passager. Et un passager, il voit le taxi déjà rempli, mais quand même, il accepte de rentrer. Donc, ça veut dire que les causes sont assez partagées. Les policiers aussi, qui prennent des pots de vin sur la route. Moi, j'ai eu à emprunter plusieurs fois des taxis. Il y a certains policiers qui ne demandent même pas les pièces. Il suffit que le chauffeur il avance et puis bon, il fait comme s'il se serre la main et puis bon, il est passé. Et les chauffeurs ont un terme qu'ils utilisent, j'ai payé la route. Ouais. J'ai déjà payé la route. Vous avez constaté aussi ça? Ils le disent. Moi, je prends le taxi. Ils le disent. Donc, c'est une situation assez compliquée aujourd'hui. Il manque aussi d'impunité. Quand on veut parler récemment du regrettable accident qu'il y a eu au niveau de Gléy, oui. On n'a pas eu écho qu'il y a eu des sanctions à l'encontre des forces de l'ordre qui étaient sur la route
au moment où ce véhicule-là Non, mais cet passait. aspect-là, en fait, le ministre a toujours relevé. C'est vrai qu'il y a des sanctions, hein, il ne faut pas le mater. Mais il faut nous Mais informer, c'est que- on doit le savoir. Non, ça C'est dit que important. des fois, ces sanctions, à part une année, je pense que l'année dernière ou l'année surpassée, où ça a été publié, même les noms ont été publiés. Oui, c'était ils ont l'année dit passée. qu'il y a beaucoup de sanctions, mais c'est vrai que ce n'est pas. Mais ça, s'il y avait eu des sanctions, il y a eu des sanctions. Je Mais pense bon, on n'a pas été- 63, oui, forces de l'ordre et de sécurité qui ont été sanctionnées. Ce qui va aux sanctions jusqu'à la radiation. Il le dit clairement, parce qu'il faudrait que je lève cette Ah voilà, c'est- bloc-là. merci. La question se pose toujours à cette conférence de presse, il explique clairement. Et là, c'est très bien. Et il va falloir aussi, on avait parlé entre-temps de permis de conduite, de permis A pour les conducteurs de moto. Je n'indexe pas forcément les conducteurs de moto parce qu'il y a aussi les taximens, les chauffeurs privés aussi qui font trop de dégâts dans la circulation. Il y a des enfants qui prennent les voitures de leur maman et de leur papa pour faire du n'importe quoi. Il y a le week-end surpassé, moi j'étais à Moreton. Il va falloir, il faut voir comment les gens circulent sur les pistes rurales. Ceux-là qui font du soja et autres, Ouais. il faut Bon, voir vite, comment, ouais. il faut voir comment ces gens-là circulent sur des pistes rurales qui sont crevassées. Moi, je me pose la question de savoir, bon, peut-être ils ont laissé leur vie leur vie originale à la maison, ils sont en train de rouler avec leur vie photocopie. Parce que je me demande comment quelqu'un qui tient à sa vie peut rouler comme ça. Donc, il y a aussi le cas des feux rouges qu'il faut voir. On dit que bon, c'est dans la compétence des mairies, mais prenons par exemple le cas des feux tricolores de Casablanca. On ne sait pas si c'est dans la compétence de la mairie du Golfe 5 ou bien dans la compétence de la mairie du Golfe 4. On ne sait pas. Donc il va falloir déterminer tout cela, voir ce qui est de la responsabilité de l'État pour ainsi contrôler ce qui est de la responsabilité des citoyens. Quelqu'un a salué tout à l'heure, c'est vous, Francisco Napokura, vous aviez salué le travail que le ministre Yark est en train de faire. Il revient chaque jour nous faire le bilan, sauf qu'on remarque chaque fois aussi qu'il y a aussi augmentation. Est-ce que ce sont les mesures qui ne sont pas respectées ou bien ce qu'on nous promet, ce n'est pas ce qu'on voit? Oui, vous savez, souvent nos ministres aussi sont limités. Parce que s'ils parlent de radar, et je dis que si Abba Kondi a parlé de radar, ça c'est au gouvernement, je crois qu'au premier gouvernement de Faure, en tant que ministre de la Santé. Et que, je crois, hein, à l'époque, nous l'avions cité même, voilà. Donc, non, c'était même pas classe, oui. Mais si depuis là, les radars ne sont pas arrivés, ça ne veut pas dire que le ministre Yark ou les prédécesseurs n'ont jamais tendu ce programme-là ou d'achat. Peut-être qu'on a lancé les appels d'offres ou bien les appels se trouvent à quel niveau? Ou bien les appels d'offres ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore trouvé leur place et leur part. Non, il faut vraiment aller parce que moi je me peine souvent à la place du ministre. Je voudrais que la prochaine fois, quand il viendra, qu'il nous dise que, au fait, des améliorations. Voilà. Mais on a dit que port du casque obligatoire. Mais au Togo, on a l'impression que c'est facultatif. On met le casque sur la moto. Ah oui, non seulement, parfois on met sur la moto, parfois on ne prend pas, ou bien c'est le conducteur seulement qui est astreint au port du casque, alors que celui qui est derrière également, également chose. Les limitations. Et ça, je pense que ça doit être une action de sensibilisation, puisque c'était le cas, parce que quand ça a commencé, s'il a pris, le problème de maladie, les gens évoquaient des problèmes, et il a raison, hein, a raison. Oui. Mais chacun achète son casque. Avec deux, mais tu ne veux pas quand même accepter ça, les passagers qui refusaient de porter. Chacun les passagers achètent. Oui, certains achètent, mais c'est quand même. Oui, prenez surtout nos consoeurs de la presse, mais il y a beaucoup que moi je remarque qui ont leur casque. Et qui, quand ils ont leur casque, ils n'ont pas de moto, ils ne vont pas à moto, mais quand ils veulent prendre une moto ou quelqu'un veut le prendre, il y a une école aussi, une école pour ne pas donner le nom à Tikou, mais tous les élèves ont leur casque. Tous les élèves, que tu aies une moto ou que tu n'en as pas, ils ont leur casque. Il y a la sensibilisation peut-être. Voilà. Et puis il y a l'école. On doit insérer l'éducation du code de la route déjà à l'école. Vous imaginez, nous sommes dans la rue avec des gens qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut traverser la route. Les gens sont sur les vélos, pédaler. Ils ne savent pas comment on roule sur la route, le code de la route. Les gens sont en moto. Alors que quand il y a un petit sinistre avec un véhicule, il devient une victime privilégiée. Est-ce que vous voyez? Alors que la personne n'est pas habilitée à circuler sur la route. On ne peut circuler sur la route que lorsque on a un détenteur
d'un permis de conduire. Oui. Mais vous allez voir que c'est l'homme de moto qui a eu problème avec l'homme de vélo ou chose, qui a même son permis tout, mais qui est pénalisé. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que l'éducation là revienne, même depuis l'école. D'accord, qu'on puisse apprendre aux enfants comment on traverse la route, comment jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à un certain âge pour aller au permis, qu'ils soient déjà aguerris dans ces choses. Bref, maintenant, Adam a dit quelque chose, qu'on ne peut pas retenir les gens. Puis je prends la plateforme d'Atetikopé-Pia, qui avait, en temps, même le gouvernement avait annoncé qu'on renouvelait l'usine textile de Dacha. Mais vous imaginez combien de personnes vont quitter au village pour se faire recruter encore à Lomé, alors qu'on pouvait, l'espace de Dacha existe, ou Togotes, Akara existe. On peut réimplanter les usines proches du coton. Oui. Vrai ou faux? Maintenant, on ramène encore tout cela à Lomé. La plateforme, le port sec d'Adetikopé, le port sec d'Adetikopé ne doit pas être à Adetikopé, doit être au-delà de Blita, voire Saint-Cassé. Voilà comment on peut drainer les gens vers l'intérieur du pays. Oui. Mais quand on fait comme si c'est Lomé seul qui existe, mais c'est la conséquence est là. Tout le monde vient s'engouffrer, plus de pauvres, et c'est les motos, c'est les vélos. C'est normal que le bilan soit macabre. Finalement, oui, mais il y a un point essentiel que je voulais avant de me rebondir sur votre question, que le ministre avait martelé. À part la violation des feux de rouge, il y a aussi le non-respect des passages cloutés. Passage piéton qu'on appelait pas le passage. Ça, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il maîtrise cela? Il a dit clairement que même vous pouvez quand même vous arrêter au feu rouge, mais à partir du moment où vous dépassez votre limite et que vous arrivez au passage clouté. Parce que vous savez que lorsque vous allez dans les pays... Même c'est effacé, il n'y a plus, c'est effacé. C'est effacé. Il y a aussi cela. Est-ce que ça existe? Parce que sur certaines routes, c'est effacé. En tant que membre du gouvernement, ça vous a dit quand même à côté de son collègue des transports, ça vous a dit quand même que des dispositions seront prises pour que cela puisse être respecté. Si on ne respecte pas ni l'intégrité physique du passager, parce qu'on a comme l'impression sur nos routes, on ne privilégie que les usagers de la route, et non seulement ceux qui sont à moto, à voiture. Les passagers aussi, les piétons sont des usagers de la route qu'il faudrait en un moment donné respecter et qu'on ne respecte pas. Et tout ça là, moi je pense que c'est une question de discipline qu'il faudrait véritablement donc prendre à la base, comme il a eu, Napo l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où les enfants en classe de CE1, par le passé, cela existait. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que depuis les concours sont lancés, moi je n'ai jamais vu actuellement on recrute des professeurs d'agriculture au niveau du secondaire, les professeurs d'éducation morale, etc. Il faudrait quand même que ces habitudes-là reprennent encore leur place pour faire en sorte que cette indiscipline-là qu'on a constatée puisse commencer déjà par être fragilisée. Et je pense qu'à l'avenir, on pourrait véritablement aller à la normalité. Alors, Gabriel, je voulais ajouter quelque chose. Au niveau des services, selon notre code togolais, ce qu'on connaît, c'est les phares orange. Mais aujourd'hui, il faut remarquer dans la rue, il y a des phares blancs un peu partout. Quand il y a des gens qui vont faire la visite technique, ils enlèvent les phares blancs, ils mettent les phares orange, mais dans la rue, ils remettent les phares blancs. Et ça cause énormément d'accidents. Surtout la nuit. Dans la nuit, mais Adido Gamé, la dernière fois, moi, le dimanche passé, il y a eu 3 accidents sur la voie d'Adido Gamé là. Il y a eu un accident au niveau du lycée technique, un accident au niveau de l'hôtel Nord-Sud, et au niveau de en allant vers Zanguera. Il y a aussi eu un autre accident. Voilà. Il y a eu un autre accident. Donc aujourd'hui, le problème est à tous les niveaux. On ne respecte pas assez le code de la route. Déjà que pour les piétons, un piéton qui veut marcher sur le trottoir, il y a la bonne dame qui a installé ses marchandises sur le trottoir, le piéton est obligé de marcher sur la rue. Et imaginez que, bon, un jeune homme, Zemidaman, qui a bu cette tramadol, il vient ramasser cette personne-là, ça fait une perte d'envie humaine. Donc, le travail est à faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour chuter, on chute avec vous, Francisco Napokura. Oui. Non, il faut peut-être encore les permis femmes, le général femmes dans le terrain. Regardez, quand je parle de ralentisseur, c'est très important. Quand vous prenez, je dis souvent, quand vous traversez, on n'a pas dit de faire les dos de chameau. C'est quand vous traversez la frontière pour aller au Burkina. Je dis que j'ai tenté de compter les dos d'âne, je n'ai pas pu. Parce qu'à chaque entrée d'agglomération, il y a dos d'âne. Au milieu et à la sortie, il y en a. Vous prenez pour aller jusqu'au Niger, c'est la même chose. Seul au Togo,
on a l'impression que les dos dans là, c'est que les gens veulent aller tellement vite, ou l'autorité même veut pousser les gens à aller vite, que voilà, il n'y a pas de dos dans. J'en avais, oui, c'est trop. Non, oui. Écoutez, les gens diront que c'est trop aussi. Au même moment, il y a des gens qui mettent ça à l'enrichissement dans leur quartier. Je vais même préparer un article sur Guérin Kouka, où je dis bientôt, les gens vont commencer par vendre le soja, le coton et autres, même l'igname est sorti. Vous allez voir le nombre d'accidents au rond-point de Guérin Kouka. Ça fait combien d'années? Plus de 2 ans. Je dis que j'ai appelé le maire. J'ai fait des articles. J'ai appelé le maire. Même j'ai consulté le ministre actuel de l'agriculture pour dire, demandez les routes là, à Kouka, comment au niveau du marché, comment les accidents, il n'y a pas une semaine. Maintenant que les gens vont vendre le soja, l'igname, le coton, c'est la période des accidents qui s'ouvre, surtout à Guérin Kouka. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'autorité ne veut pas lever son doigt, alors que c'est en pleine agglomération pour me faire les dos d'âne, même si les feux multicolores n'existent pas. La sortie des 2 ministres prouve à suffisance quelque chose. Des efforts sont faits. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Adam Adjorno. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à l'autre journaliste, Francisco Napo Koura. Il est directeur de publication de Tampa Express. Et puis Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Merci beaucoup à vous également. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.